Les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone agricole. Bonjour. Au programme cette semaine, on tente de comprendre si on peut faire plus de blé pour consommation humaine pour notre pain quotidien au Québec. Et on vous emmène dans un zoom économique pour vous présenter la boulangerie Ange. Bienvenue à Zone agricole. La Vie agricole et l'Institut Jean Garon, depuis 2 ans, se sont penchés sur la situation du blé raisonné, du blé panifiable, pour comprendre si le Québec pouvait redevenir un territoire à blé à consommation humaine pour que notre pain soit 100% Québec. Après des rencontres avec des producteurs de grandes cultures motivés comme les céréaliers du Québec, des transformateurs, fabricants de farine, avec des boulangers et une mission en France pour comprendre la filière du blé dans l'Hexagone, on est à l'heure des constats. Quel avenir pour le blé à consommation humaine au Québec? Dans cette émission, nous retrouvons également la revue de presse de Guy Duval, le coup de gueule de Yann Turmine et, comme je vous le disais en introduction, le zoom économique où on vous parlera du pain de boulangerie Ange. Bonjour Simon. Bonjour Yannick. Alors Simon, dans l'historique du blé, en fait, on sait qu'au Québec, il y a une histoire du blé dans l'historique du Québec, oui. Comme quand on faisait du blé autrefois. Pourquoi on n'en fait plus? Écoute, Yannick, si on remonte à la Nouvelle-France, il y avait deux piliers à la Nouvelle-France. Il y avait le commerce des fourrures, mais il y avait aussi la production du blé pour nourrir les colons. Le Québec était une terre à blé. Maintenant, c'est vraiment l'histoire ancienne. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder du côté du gouvernement fédéral qui a introduit à un moment donné une grande politique de spécialisation des régions agricoles au Canada. Le bœuf en Alberta, les céréales dans l'Ouest, le lait au Québec, les patates dans les Maritimes et tout ça en Ontario. Alors, ce qui fait que quand on se remonte... Moi j'ai un tableau qui pourrait expliquer un peu... Parce que c'est un tableau qui parle du miracle économique des céréales. Une espèce de miracle économique ça exclut le blé. Avec l'arrivée de M. Garon. Alors, si on se remonte en 1977, on avait au Québec, quelque chose comme 840 000 tonnes de céréales, toutes céréales confondues. Là-dedans, il y avait quand même pas mal de blé et très peu de maïs. Alors, ce que M. Garon a fait, il a lancé une politique d'autosuffisance. Donc, il a dit au Québec, on n'a pas à dépendre autant que ça des céréales de l'Ouest. Il a mis en place un ensemble de mesures, de drainage souterrain, de l'entreposage, du séchage, une régie des grains pour contrôler la qualité, ce qui fait que 8 ans plus tard, on était rendu quand même, c'est assez remarquable, à 2,4 millions de tonnes. Partout dans le monde, ça a été considéré comme un miracle économique. Alors, écoutez, après le départ de M. Garon, les successeurs ont quand même continué sur cette belle lancée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu, là, on ne parlera plus nécessairement de céréales, on va parler de grains, parce qu'il y a un nouveau joueur qui est introduit dans l'équation, c'est le soya. Aujourd'hui, on va produire quelque chose comme 4 millions de tonnes de céréales, mais 5 millions de tonnes de grains sont introduits le soya. Pourquoi le soya? Essentiellement pour le porc. Le Québec, on l'a vu dans les récentes émissions, la production porcine s'est développée de façon incroyable au Québec. Il y a maintenant des gros problèmes avec ça. Et le soya rentre dans l'équation. Maïs, soya, porc. Et la production de soya a explosé depuis 1980, en fait. Écoute, entre 1980 et 2023, le facteur de multiplication du soya au Québec, tenez-vous bien, 26 000 %. Alors, c'est incroyable. Maintenant, l'avenir du blé pour l'alimentation humaine va passer par la mise en place d'une filière du blé pour l'alimentation humaine. C'est pas simple, c'est compliqué, mais il y a quand même des beaux gestes qui ont été posés. Les producteurs de grains du Québec sont enclenchés vers ça. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin que le gouvernement mette l'épaule à la roue. Il y a un potentiel incroyable, d'autant plus que des difficultés dans le port vont amener une diminution des superficies consacrées au maïs et au soya, ce qui laisse la place pour le blé et aussi ces cultures, cette diversification des productions, c'est essentiel pour la qualité de nos sols qui ont été, on peut le dire, maganés par le maïs et le soya. Alors, moins de porc, c'est une belle occasion pour faire plus de blé. Oui. Merci beaucoup. On va recevoir Guy Duval pour parler de la revue de presse de la semaine. Merci.
Alors Guy, revue de presse bucolique, tu viens nous parler de Maya l'abeille. Oui, Maya l'abeille, la pauvre Maya et ses amis ont beaucoup de difficultés dans ces temps-ci parce que, vous savez, la production de miel, particulièrement ici au Québec et à travers le monde, a diminué. Pour vous dire qu'au Québec, la diminution des producteurs d'abeilles a diminué d'à peu près 10 %. Puis au niveau des colonies, bien, ça a passé de environ 70 000 colonies à 50 000 colonies. Puis quand on parle de colonies d'abeilles, c'est environ entre 30 et 60 000 abeilles par colonie. Mais même les apiculteurs, tu nous disais, je voyais dans les notes, les apiculteurs sont passés même juste d'une année à l'autre, 2021-2022, on a perdu des apiculteurs parce qu'ils étaient 547, il en reste 498. Donc. Absolument. Absolument. Et puis le danger, c'est l'extinction des pollinisateurs, particulièrement les invertébrés. On croit que dans le monde, 35 % des invertébrés sont en difficulté, particulièrement les abeilles et les papillons. Puis environ 17 % des pollinisateurs vertébrés, eux, sont comme les chauves-souris, les colibris. Même si on trouve qu'une chauve-souris, des fois, c'est pas tellement c'est beau. moins sympathique que Maya. C'est pas mal moins sympathique que Maya. Puis pourquoi cette baisse? Bien, c'est à cause, justement, des pratiques agricoles intensives, la monoculture aussi, puis les pesticides, puis les effets de changement climatique. Donc ça veut dire que plus de blé, diversité dans les sols pourrait aider en fait, au retour de Maya. La biodiversité, c'est évident que c'est nécessaire. Et puis, un tiers de la nourriture consommée par les humains dans le monde dépend des abeilles. Alors, pas d'abeilles, ça va pas très bien. Puis des petites informations pour les abeilles, parce que Maya travaille fort aussi, là. Pour faire 1 kilo de miel, ça prend 4 millions de fleurs, c'est-à-dire que l'abeille, il faut qu'elle parcourt environ 4 fois le tour de la Terre. Et puis, les abeilles dans le monde, disons qu'ils pollinisent environ 170 000 espèces de plantes. Et puis, 12 abeilles mellifères, ils produisent dans leur vie, une cuillère à café de miel. C'est pas beaucoup pour une vie, là. Ce sont des chiffres assez clairs qui nous mettent en lumière l'importance du rôle, effectivement, des abeilles dans la biodiversité. Absolument. Il faut les soigner. Il faut les soigner. Merci, Guy. Oui. Alors, de retour dans le sujet principal sur le blé à caractère humain, blé panifiable. Marc Dion, ancien sous-ministre de MAPAC, on vous a déjà reçu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Rudy Lexé, vous êtes le fondateur, le gestionnaire du Moulin de Charlevoix. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Marc, dans un premier temps, le blé panifiable ne se faisant plus vraiment au Québec, on dit que ça oblige à l'importation de blé de l'Ouest canadien. Ça a été prouvé dans des rapports des producteurs de grains, d'ailleurs, récemment. Est-ce que tout ça n'a pas un effet nuisible sur la santé des sols de ne pas faire de blé au Québec? Parce qu'en fait, on fait de la monoculture au Québec. Effectivement. La santé des sols, c'est très, très important. Mais si on circule dans la plaine du Chaleran, là, autour de Montréal même, en partant de Québec, puis qu'est-ce qu'on voit dans les champs? On voit du maïs puis du soya. Et on voit d'autres céréales, mais on voit que les grandes dominantes, c'est maïs et soya. Simon Bégin vous a donné quelques chiffres tout à l'heure, mais si on regarde la proportion, là, à peu près 2/3 des superficies sont consacrées à 2 cultures, le maïs et le soya. Ça donne l'ampleur du problème, parce que là, quand on est toujours maïs, soya sur un même sol, bien évidemment, les spécialistes de l'IRDA nous le disent, il y a des problèmes de compaction des sols, il y a des problèmes de structure, puis il y a des problèmes, évidemment, de matière organique. Le sol, c'est un être vivant, et il faut le traiter comme tel. Parce que, il y a des vers de terre, tout le monde sait ça. Mais il y a plein Donc la rotation des cultures sur 3 cultures serait bénéfique pour la terre? Absolument. Parce que là, il faut faire vivre les bactéries, les vers de terre, mais aussi la matière organique qui est là. Parce que le rendement des cultures va diminuer si on est toujours avec une structure du sol qui se détériore. Et puis, je pense que ça doit devenir une priorité, ça, dans notre approche agro-environnementale du développement de l'agriculture québécoise. C'est très, très important, cette question-là.
Alors, Rudy, tu as été, toi, avant d'être au Moulin de Charlevoix, à la création du blé raisonné avec les moulins de Soulanges. Tu développes du blé 100% Québec au Moulin de Charlevoix, que moi j'appelle le Moulin de la Rémy, mais en fait que les gens connaissent plus sous le nom de Moulin de Charlevoix. Penses-tu qu'on a les semences vraiment utilisables au Québec pour répondre aux besoins des boulangers, en fait, qui veulent du pain fait avec du blé du Québec? Parce que, juste pour situer, on dit le pain est fait avec du blé du Québec. Oui, en fait, il est fait avec des farines du Québec. Les transformateurs transforment le blé ici. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure avec Marc, beaucoup de blé vient quand même de l'Ouest canadien actuellement. Donc, il faut faire du blé au Québec. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a les semences pour? On a une année un peu particulière sur la récolte 2023 qui a fait en sorte que partout on a une qualité de semences qui a été dégradée. On va quand même avoir les semences qu'il faut. La question aussi, c'est de savoir est-ce qu'on a la bonne génétique. Il y a quand même plusieurs compagnies qui travaillent sur la génétique. On commence à avoir de la génétique intéressante ici au Québec. Il y a encore de gros efforts à faire. Si on se compare, je veux dire, c'est là qu'on peut remarquer que dans l'effort de la génétique, il y a vraiment des gros efforts. Donc, on a de la bonne semence, pour répondre à ta question. Est-ce qu'on peut avoir de la meilleure semence? C'est certain. Puis, comme on sait qu'en agriculture, comme dans toute vie économique, en fait, c'est quand même l'argent qui mène le monde un peu. Les producteurs, ils veulent rentabiliser leur exploitation. Comment on peut faire pour que le prix à la tonne du blé soit payable à un prix acceptable pour que la filière fonctionne, en fait? Je pense que c'est ça la crainte des producteurs. Souvent, ils nous disent, moi, je fais du maïs, je fais du soya parce que c'est plus rentable. C'est plus rentable. OK. En fait, d'abord, je te dirais, il faut créer un esprit de filière. Si on veut créer vraiment, l'avenir d'un projet céréalier, l'esprit de filière, c'est les producteurs. Peut-être avant déjà, c'est les semenciers, les producteurs. C'est les premiers transformateurs, les meuniers. Mais ça va être aussi le deuxième transformateur. Et pourquoi pas le consommateur? Et en faisant un esprit, de filière, en créant une vision à long terme, une pérennité sur le projet, on va déjà créer un engouement sur une qualité, puis un produit, puis défendre intrinsèquement une filière qui va être sur le blé. Maintenant, pour le prix, il faut toujours regarder aussi que quand on parle de rendement, on ne parle pas juste de rendement en tonnes, on va parler de rendement à l'hectare. Celui qui fait du chanvre, là, il ne fait pas beaucoup de tonnes à l'hectare, mais ça peut être rentable, tu vois. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de revenir sur un rendement à l'hectare. Puis, comment on peut revenir sur un rendement à l'hectare? En intégrant l'esprit de filière, on peut essayer de valoriser au mieux le prix donné à la tonne, mais en mettant de l'intelligence sur, justement, on parlait des semences tout à l'heure, là, en mettant cette intelligence-là sur comment on peut augmenter nos rendements à l'hectare, on va travailler sur les deux tableaux. Ce que j'entends là, Rudy, c'est en fait ça prend une synergie en fait de tous les acteurs pour créer cette filière-là. Marc, en fait, est-ce que cette filière, elle est réalisable? On voit que le gouvernement en fait pousse vers une agriculture durable, donc j'imagine que ça répond aux besoin du gouvernement d'avoir des terres avec une meilleure biodiversité, en fait, donc une rotation des terres, etc. Donc tout le monde veut ça, en fait. Le gouvernement pousse ses programmes vers ça. J'entends que les acteurs veulent jouer cette carte-là. Comment on fait pour réaliser ce plan-là, en fait, pour être proactif? Tout le monde est pour la vertu. Hein. Alors, évidemment, je dois dire en passant là, que le MAPAC, c'est un leader au Canada en matière de développement durable. Je pense que ça compte dans l'équation. Et pour ça, bien, écoutez, je pense que je suis très heureux, moi, d'entendre qu'on a besoin d'une filière parce que c'est ça le secret dans la sauce, là. Il faut vraiment savoir où l'industrie veut aller. Est-ce qu'elle veut multiplier par 2 les superficies de blé pour l'alimentation humaine en 5 ans ou les multiplier par 3? Parce que les superficies actuelles sont faibles. C'est possible de faire ça ou même plus. Et est-ce qu'on veut... Quelle sorte de vision on a de notre développement? Quelle est la stratégie qu'on veut appliquer? Quels sont les objectifs qu'on poursuit? Et après ça, quels sont les outils qu'on veut mettre en place pour réaliser une filière qui est efficace? Alors, si on a des réponses à ces questions-là, on peut commencer à développer ce qu'on appelle un plan stratégique de l'affaire. Et puis là, on est en voiture, on peut y aller. Est-ce que dans les années passées, on n'a pas un peu oublié le blé? En fait, on a parlé tout à l'heure avec Simon de l'explosion du domaine des céréales, en fait, notamment pour le soya. Est-ce qu'on n'a pas
parce qu'il fallait nourrir des cochons, puis il fallait faire du maïs dans les champs, parce qu'il y avait une industrie du cochon qui était là. Est-ce qu'on n'a pas finalement oublié cette vision? Bien, les producteurs agricoles ont tendance à faire des cultures qui répondent à un besoin, puis quand un producteur a des porcs, il veut faire du maïs, puis il veut faire du soya parce que ça rentre dans ses rations alimentaires au départ. Donc, pour une part, pas tout le monde, pour une part de producteurs agricoles, ça compte. Mais à l'heure actuelle, dans la problématique qu'on vit dans le secteur du porc, ça libère, à mon avis, des espaces qui peuvent être consacrés à de nouvelles cultures comme le blé. Et donc, la diminution de cheptel porcien au Québec entraînera une restructuration à la marge, mais quand même importante, des affectations des surfaces en culture. Le leader de cette filière, en fait, ça pourrait très bien être le MAPAC lui-même, oui. Ça pourrait être les PGQ, qui sont quand même officiellement les représentants des producteurs de grains. Ça pourrait être les céréaliers du Québec, qui sont aussi des représentants d'autres grands producteurs de grandes cultures. Ça pourrait être des consommateurs. Comment en fait... Non, ça doit être une concertation entre les différents... je m'excuse, oui, mais ça doit être une concertation de tous les paliers de la filière. Tu peux pas... Incluant le consommateur. Incluant le consommateur. Puis, il faut créer, quand on dit on crée un esprit filière, c'est pas une compagnie privée, c'est pas une coopérative, c'est pas un ministère, c'est l'ensemble de tous les acteurs réunis, autant le syndicat que le ministère, que l'industrie, que les producteurs, que les semenciers et le consommateur. Il ne faut jamais oublier le consommateur, là. Et c'est en faisant cette concertation qu'on va arriver à, en commun, mettre un programme ensemble qui sera beaucoup plus fort qu'un programme d'une compagnie. Est-ce que l'actualité un peu morose autour du secteur porcin donne espoir que finalement les producteurs vont... Toutes les crises aident, à quelque part. Vous en avez vécu des crises, là? Je veux dire, toutes ces crises-là, on les voit en France. Il y a une crise, enfin en France, en Europe, là, il y a une crise majeure. Elle met le doigt sur quelque chose. Ici, on a une crise. Elle est dans le port, présentement. Mais cette crise-là, elle va aider à équilibrer. Puis on est devenu quasiment des leaders dans certaines cultures comme le maïs. On devient des leaders comme la culture du soya. On pourrait devenir le leader d'autres cultures comme le blé. Ça, j'en suis convaincu. Et moi, là-dessus, je suis 100% d'accord avec l'idée que c'est une filière d'ensemble qu'il faut avoir. Et je ne pense pas qu'il pourrait y avoir un groupe indépendant aussi qui prenne la tête de cette filière-là pour avoir une écoute égale de tout le monde. Et je pense qu'il y a probablement des groupes qui pourraient s'occuper de ça. On sait que l'Institut Jean Garon a préparé un rapport suite à la mission qui avait été faite par les céréaliers en France. A préparé un rapport. Je sais qu'il travaille actuellement sur cette réflexion. Est-ce qu'une OBNL comme l'Institut Jean Garon peut être un porteur d'une réflexion sur une filière comme ça? Certainement. Oui. Certainement. Parce qu'il s'agit d'y mettre les ressources pertinentes, par exemple. On ne peut pas faire ça si on n'a pas quelqu'un qui a un peu de leadership pour être à l'écoute, parce que ça, c'est nécessaire, puis aussi être rassembleur pour être capable de faire travailler tout ce beau monde ensemble. C'est un défi. C'est un défi important. Mais je pense que c'est une recette qui pourrait fonctionner. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit indépendante. La concertation. Absolument. Il ne faut pas qu'elle soit dépendante de l'industrie, il ne faut pas qu'elle soit dépendante d'un mouvement quelconque, d'un syndicalisme ou quoi. Tout le monde doit être intégré, mais il faut que la filière soit indépendante de tous. Neutralité totale. Exactement. C'est ça le bon mot. Merci à vous, messieurs. Au plaisir. Bonne journée. Alors, on reste dans le domaine du blé, dans le domaine du pain. Bonjour Hervé Bigény, vous êtes PDG de Boulangerie Ange, ici au Canada. D'abord, les Boulangeries Ange, expliquez-nous, ça vient de France. C'est quoi le groupe Ange? Le groupe Ange, c'est un groupe français aujourd'hui qui a 265 boulangeries ouvertes. Et on a décidé en 2018 de passer l'Atlantique et venir s'installer en fait au Québec parce que... Déjà, il y a des choses qui m'arrangeaient, c'est que ça parle français, je ne parle pas très bien anglais. Et parce qu'on pensait que c'était un marché qui allait s'ouvrir et qui allait aller dans le sens de ce qui est fait en France. Et c'est pour ça qu'on a souhaité en fait s'installer ici. Alors là, il y a combien de succursales ici à Québec? Aujourd'hui 8. On a commencé à Boucherville, la première boulangerie, et on est implanté autour de Montréal et on est allé un petit peu plus loin avec Trois-Rivières, mais globalement on se développe autour de Montréal.
Là, je voyais que dans votre mission, telle que c'est défini, vous dites, nous, c'est qualité, solidarité. En quoi ces termes-là vous font vibrer au Québec, en fait? Nous, ce qu'on veut, c'est dans nos magasins avoir donc des beaux magasins avec des produits, et je suis vraiment tout le temps focalisé sur le produit. Je ne rentre jamais par l'arrière de la boutique, je rentre toujours par l'entrée comme un client lambda. Et en fait, la première des choses que je fais, c'est je regarde la qualité. Nous, on a besoin d'avoir des matières premières de qualité. C'est pour ça qu'on choisit toujours des farines. Donc là, on est à agriculture raisonnée, mais également agriculture bio, puisqu'on travaille un petit peu aussi quelques produits avec le moulin de Charlevoix. Donc ça, c'est important pour nous. Avoir, je dirais, des produits sains, bons, beaux, et tout ça fait en plus, les espaces sont plutôt sympas. Vous connaissez sans doute quelques boulangeries. Ils sont bien aménagés. On veut que ça soit une belle expérience client aussi, donc qu'ils puissent venir prendre un café, venir prendre autre chose, puisque globalement, on ne fait pas simplement que de la boulangerie, de la pâtisserie, on fait aussi du prêt-à-manger, des salades, etc. Oui, c'est presque un traiteur à Boucherville quand on y va. En fait, il y a un côté un peu traiteur. On reste boulanger. On reste boulanger. Mais il y a du salé. Et il y a du salé également. Et après, ce qu'on veut aussi, c'est être le plus... comment dire, pour le client, et ça fait partie de l'expérience d'ailleurs qu'il est venu chercher, c'est qu'on veut qu'il voit nos boulangers pétrir, façonner le pain. Oui, parce que quand on rentre chez vous, en fait, on voit les aliments, en fait, mais on voit aussi comment ça marche à l'arrière. C'est ça. En fait. Tous nos laboratoires sont totalement ouverts, même les laboratoires de tourage sont complètement ouverts, donc on voit systématiquement des gens travailler en fait dans les magasins. Là, vous avez entendu, en fait, dans la discussion sur l'émission, c'est la filière. Comment créer cette filière, comment mettre tous les acteurs de la filière en marche. Et vous voyez contribuer à ça, comment vous pouvez fonctionner, vous, comme boulanger, là-dedans? Oui, j'en parlais tout à l'heure avec Rudy. Nous, ce qui est important, et ce qu'on a fait en France également, on a développé des partenariats avec nos fournisseurs. Le meunier qui travaille avec nous, qui s'appelle Gérardo en France, en fait, travaille depuis l'origine avec nous, et on n'a jamais changé. Nous, ce qui est important, donc, c'est développer ces partenariats, mais c'est surtout, ça va nous permettre également de maîtriser la traçabilité. Vous savez, moi j'ai écrit dans ma boulangerie que les farines viennent du Québec. D'accord ? Mais j'aimerais être sûr que le grain vient également du Québec. Et c'est pas, je sais pas, j'espère que c'est le cas, mais c'est important pour moi parce qu'on veut pas tromper aussi nos clients. Notre blé vient, notre farine vient du Québec, elle doit venir du Québec. Les transformateurs sont au Québec et voilà. Tout le monde veut travailler pour qu'il y ait plus de blé possible fait au Québec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et d'ailleurs, on avait reçu à un moment donné des agriculteurs dans le magasin de Boucherville avec Rudy. Moi, je leur avais dit que ce qui était important pour nous dans notre métier, c'est la régularité. Or, aujourd'hui, on a trop dans l'année, en fait, des fluctuations de qualité de blé. Et si on avait les producteurs à proximité, on pourrait travailler avec eux, on pourrait travailler et faire en sorte que ça s'améliore. Et après, le troisième volet, peut-être qu'on pourrait maîtriser un peu mieux aussi les prix, les fluctuations de prix, etc. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble sur... Merci beaucoup, Hervé Bigény. Très intéressant cette rencontre. On va vous réinviter, on va reparler du blé dans le courant de l'année, assurément. Merci. Très bien. Au revoir. Alors Yann, bonjour. Coup de gueule cette semaine sur le blé. Là, on a compris en fait qu'on s'occupait beaucoup plus de nos animaux que de nos humains. Qu'est-ce qui se passe? C'est très encourageant de voir beaucoup de groupes avoir la même vision de développement. Ça, c'est quand même peu commun au Québec, mais je pense que ça répond à un grand besoin. C'est à espérer que, par contre, qu'on va prendre acte et prendre leçon de ce qui s'est passé dans le passé, parce que le blé n'a pas toujours été très rose au Québec. Si on recule il y a une vingtaine d'années, on a assisté là, à un peu un nivellement vers le bas de la production de blé. Il y avait eu la création là, d'une agence pour le blé humain qui a été
disons-le, un désastre. Pas parce que c'était une agence de vente, mais peut-être les bases de cette agence de vente-là ont été très rapidement contestées par les producteurs. Et on a assisté à une dégringolade spectaculaire de la production de blé. Là, il y a comme une volonté de tous les acteurs. Nous, on parle à des boulangeries, à plusieurs boulangeries, on parle à des producteurs, on parle à des transformateurs, les consommateurs, tout le monde en veut du blé du Québec. Là. Donc, qui va pouvoir prendre un leadership? Je voyais que Marc Dion nous disait tout à l'heure, peut-être qu'une OBNL comme l'Institut Jean Garon, quelque chose de complètement neutre. Est-ce que ça prend ça ou pour que tout le monde se mette autour de la table? Oui, bien, comme je le dis, il va falloir que les gens, les acteurs, regardent un peu l'histoire et désignent... Je pense de nouvelles personnes pour dynamiser cette filière-là. Et la demande est quand même spectaculaire pour avoir une filière. Comme je l'ai dit en entrée, c'est très rare qu'on ait vu une telle intention de créer une nouvelle filière. On retrouve des grands distributeurs, on retrouve des boulangers, des producteurs. Ce qui est particulier, c'est que là, l'intention, elle vient clairement des céréaliers du Québec, clairement des boulangers, probablement du MAPAC qui a une volonté d'agriculture durable. L'acteur qu'on voit le moins, c'est les PGQ quand même, les producteurs de grains du Québec. On ne les entend pas beaucoup sur le blé panifiable. C'est sûr qu'eux autres ont été l'acteur principal, on va dire, de la première filière blé, là, il y a une vingtaine d'années, qui n'a pas été un succès. Or, c'est sûr qu'il y a une certaine gêne de réembarquer dans cette nouvelle filière. Je pense qu'ils sont quand même conscients de l'échec qu'il y a eu à l'époque, puis ils ne veulent pas répéter les mêmes erreurs. Sauf que la situation est très différente. Il y a 20 ans, on va dire, la première tentative, elle venait beaucoup plus là, des producteurs. La filière n'existait pas. Là. Les producteurs ont essayé de créer la filière. Aujourd'hui, très différent. On voit beaucoup d'acteurs pousser dans le même sens et l'ensemble du spectre de la filière est en train de pousser pour ça. Alors, c'est normal que les PGQ, et c'est très sain d'ailleurs que les PGQ prennent un pas de recul, réfléchissent. Là. De sauter dans le bal tout de suite, je pense que ce serait une erreur. Là. Mais c'est très encourageant et je pense qu'il y a une très belle culture à développer au Québec. Là. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi Zone Agricole encore une fois cette semaine. J'espère que vous avez appris un peu plus encore une fois sur les enjeux économiques et politiques. Et à la semaine prochaine. Les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone Agricole.